Bienvenue pour ce dernier atelier de la matinale, donc consacré à l'IA et à l'humain. Et cette fois, on va parler de KPI. Ne laissez plus vos KPI vous mener en bateau, reprenez le cap. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants experts. Donc Dadi, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Dadi Bobozo, directeur de la relation client à l'ADI, Ouais. l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ouais, alors donc l'ADI, c'est une association qui n'est pas récente, qui a vraiment une très belle expertise, mais une longue histoire, donc qui a été créée en 1989, hein, c'est ça ? Exactement, créée en 1989 par Maria Novak. Donc l'ADI, c'est une association qui défend l'idée que tout le monde peut entreprendre s'il a accès au capital et à un accompagnement spécialisé. Donc on est présent sur tout le territoire national depuis 36 ans à peu près, et où nous accompagnons différents porteurs de projets qui nous surprennent tous les jours de par leur inventivité et leur capacité à entreprendre. Ouais. Et c'est vrai que tu nous le diras lors de cet échange, c'est que vous avez une mission plus en fait qu'un service en fait à donner, et c'est ça qui est important de relever au-delà des KPI, cet aspect importance de la mission. Et donc à l'ADI, vous êtes combien en fait ? Alors l'ADI, c'est plus de 900 salariés, 900 salariés et pratiquement 1300 bénévoles. Donc voilà, on a un maillage territorial fort parce qu'on est partout en France, dans la métropole, mais également dans les dom-toms. La direction de la relation client, pour vous dire l'importance du client au sein de notre dispositif, c'est 170 personnes à peu près. Ouais. Alors, on a des centres internes répartis sur toute la France. 5 sites. 5 sites, 3 en métropole et 2 dans les dom-toms. On travaille également avec un prestataire de service qui nous accompagne sur les périodes de variation de flux importants. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Ok, bah super. Alors Sébastien, je te laisse te présenter. Eh bien moi donc je suis Sébastien Julien, je fais partie de l'Eloquent, donc moi je suis responsable de la cellule Customer Care au sein du service Expérience Client. Et donc j'accompagne nos clients sur l'analyse et les plans d'action liés au KPI métier. Et donc, vous faites des réunions régulières avec certains de nos clients pour analyser leurs KPI dans les détails. Alors, justement, je poserai peut-être une petite question à ceux qui nous écoutent. La première question, c'est quels sont les KPI que vous suivez de près et quels sont les plus sensibles pour vous ? Et j'espère qu'on en évoquera quelques-uns et autrement, on pourra les évoquer en session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, tu nous disais qu'il y avait 4 erreurs en fait, qui empêchaient en fait, d'exploiter un petit peu correctement. Il y avait vraiment dans le fond du problème pour les KPI. C'est quoi ces 4 erreurs ? Alors, exactement. Le problème avec les KPI, c'est à partir du moment où on veut mettre des KPI en place, mais en fait, sans vraiment définir d'objectifs. Donc du coup, on ne surveille pas forcément les bons et ça ne correspond pas à des objectifs. Ouais. Donc typiquement, c'est ce qu'on voit un peu avec les illustrations là, j'ai des KPI affichés, des indicateurs, mais en gros, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond. Et surtout, l'agent, quand il vient le matin et qu'il passe dans le couloir devant cet indicateur, ça ne correspond pas forcément à quelque chose qui lui parle. L'autre erreur, c'est de survoler sans creuser, c'est-à-dire prendre le chiffre pour ce qu'il est, mais ne pas j'ai une QS de 95, voilà. Bon, ok, j'ai 95. C'est une DMT de 5 minutes, bon, ok, j'ai 5 minutes. Voilà. Mais globalement, pourquoi ? Et c'est important aussi de savoir pourquoi on est bon, pas seulement pourquoi on n'est pas dans les objectifs sur certains. Ne pas les partager, c'est-à-dire avoir des KPI, on les a que à haut niveau, mais on ne les redescend pas aux équipes. Ouais. Ça, c'est une grave erreur aussi. Et c'est surtout, la dernière, la plus importante, c'est les contradictions vis-à-vis des agents. Typiquement, si je demande à l'agent d'accompagner, de fournir des réponses de qualité, de passer du temps avec l'appelant, je ne peux pas lui demander en même temps de prendre un maximum d'appels et de surveiller la file d'attente. Voilà. Ouais, donc il faut avoir de la cohérence. Alors, je ne sais pas si on a eu quelques réponses sur les KPI que vous souhaitiez, dont vous souhaitiez qu'on parle là dans cet atelier. Nous, on en a sélectionné quelques-uns. Il y en a beaucoup. On va faire un focus après sur certains. Mais donc voilà, tu as voulu rassembler les KPI à la fois sur les appels, sur les agents, sur la digitalisation, sur les services, sur la satisfaction. Tout ça, c'est des KPI que tu monitores et que tu aides en fait nos clients, comme l'a dit, qui utilisent toute la partie téléphonie, enquête de satisfaction éloquent, pour en fait gérer leur activité. Donc là, tu en as choisi quelques-uns, on a choisi ensemble quelques KPI. Le premier, je vais dire que c'est le classique, et c'est la DMT. Tout à fait. Donc la durée moyenne de traitement d'appel,
Donc, dans le traitement, on va retrouver la conversation, bien sûr, mais tous les traitements annexes, le post-appel, la décompression, les tâches qu'on peut faire dans le CRM durant l'appel. Et ce qui est intéressant sur la DMT, alors pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est que historiquement, on va dire, le conseiller qui était bon, c'est celui qui fait un peu vite fait, bien fait, c'est celui qui va vite, voilà, celui qui est efficace. Et en fait, on s'aperçoit que dans les tendances actuelles, la DMT n'est plus regardée de la même manière, c'est-à-dire que maintenant, on demande aussi aux conseillers, au contraire, de passer du temps, de refaire un point sur le dossier, de pas seulement traiter l'origine de l'appel, mais éventuellement de proposer autre chose. Enfin, voilà, il y a un regard qui est différent et je trouve ça intéressant parce que forcément, si on n'a pas un bon taux de service, il faut que les conseillers soient dispo. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément se permettre. Mais à l'inverse, voilà, si on veut aller trop vite, on risque de le payer plus tard dans l'enquête de satisfaction où la personne risque de rappeler parce que, ah oui, l'autre fois, en fait, on n'est pas allé au bout et du coup, voilà, je suis obligé de rappeler. Donc, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours des clients qui challenge les conseillers sur une DMT cible. Et à l'inverse, il y a d'autres clients qui, au contraire, encouragent à passer du temps avec l'appelant. Et par rapport à ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus intéressant, je trouve, d'analyser dans la DMT, les temps de mise en garde, les abus potentiels sur les consultations, les choses comme ça, plutôt que de regarder le temps de conversation au global. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout à fait en résonance avec l'atelier précédent qu'on a fait avec la MNT, où justement, à la fin de la conversation, dans le cadre de la relation client attentionnée, ils prennent du temps pour donner des petits conseils en plus. Et ça, comme ils disent, ça crée un effet waouh. Ça crée en fait vraiment du lien et du relationnel. Et comme ils disent, parfois, quand ils ont des notes sur les enquêtes de satisfaction, les gens disent « on a passé un bon moment, on a ri avec la personne qui est là ». Puis il y a ce petit effet complémentaire, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient me chercher sur autre chose que le but de mon appel. Ouais. Alors justement, elle a dit, la DMT, c'est surveillé comme du lait sur deux feux ou pas trop? Alors justement, moi je fais partie nous on fait partie en tout cas de ces gens qui estiment que la DMT ne doit pas être un indicateur pour les conseillers. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a ce côté, on traite très rapidement la demande du client et on donne l'impression de manquer d'attention et c'est complètement antinomique avec notre ADN et notre manière de fonctionner. Donc nous, on est plutôt... Et en plus, il y a un deuxième volet qui est de se dire, c'est quand même une épée de Damoclès pour les conseillers que d'avoir une durée de traitement. Donc on garde... On est plus attentif, on est un peu moins attentif à ce que nous demandent nos clients parce qu'on est focalisé sur cet indicateur qui ne doit pas en être un, en fait, je pense. Donc du coup, elle a dit... On a pris l'option de prendre le temps avec le client parce que le client qui nous appelle, on a une réponse à lui apporter et on essaie de lui apporter une réponse. Quand bien même on n'arrive pas à lui répondre à sa demande, on a divers partenariats avec certains acteurs de l'entrepreneuriat et notre objectif, en tout cas notre ambition, c'est d'accompagner au mieux la personne, l'appelant, vers une solution qui sera interne pour la plupart des cas ou externe chez nos partenaires. Donc on les oriente chez nos partenaires. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps parce qu'on est sur des appels qui peuvent être longs. Hein. Chez nous, un appel pour un client qui veut créer son entreprise, ça varie entre 15 et 30 minutes. Donc, on peut pas, et décemment, on ne peut pas demander à un conseiller de le traiter en 15 ou en 20 minutes. Ça n'a pas de sens à nos yeux. Encore une fois, je rappelle, elle a dit, le client est au centre de nos préoccupations. Donc, on a pris l'option d'ouvrir le champ et de laisser le conseiller traiter la demande du client sur le temps nécessaire à cela. Néanmoins, ça reste une donnée importante parce que c'est ce qui nous permet, on parlait de qualité et Sébastien le disait à juste titre, on a d'autres KPI qui sont des KPI de qualité tels que le taux de décroche, c'est-à-dire notre capacité à répondre efficacement à un client qui nous appelle sans le faire attendre trop longtemps sur une file d'attente. Donc, et cet élément-là est directement corrélé à la durée moyenne de traitement. Donc, on se doit de le suivre de manière régulière pour ajuster, dimensionner nos équipes en conséquence pour pouvoir apporter cette réponse de qualité à nos clients. Alors, voilà. Si tu ne mesures pas la DMT, comment tu fais pour le dimensionnement? Parce que quelque part, la DMT, c'est un des éléments pour dire les appels durent en moyenne tant de temps. J'estime qu'avec la saisonnalité, j'aurai tant d'appels. Comment je fais? Alors, c'est pas que je ne la mesure pas. Je ne l'objective pas. C'est deux choses différentes en fait. C'est un indicateur important de dimensionnement et de pilotage d'activité. On ne peut pas dimensionner une équipe sans avoir la durée moyenne de traitement, c'est impossible. Et donc du coup, on la suit
sans forcément en faire un objectif pour nos collaborateurs. Donc ça reste un élément important que l'on questionne. Du coup, cette ouverture nous oblige aussi, parce que tous les 2 mois, tous les 3 mois, on se pose pour re-questionner notre dimensionnement, retravailler cela avec notre prestataire pour voir dans quelle mesure il peut nous accompagner un peu plus fortement sur certaines périodes, sur les variations de flux. Donc ça reste vraiment un élément que nous suivons de manière un peu... On le suit comme le lait sur le feu, sans en faire un objectif pour nos collaborateurs, parce que ça n'apporte, à notre sens, en tout cas, ça n'apporte rien aux clients. Et ça apporte quand même un petit peu de stress à nos conseillers que d'avoir cette épée de Damoclès de DMT. Donc, voilà. Bah, à ce moment-là, comment tu travailles avec ton prestataire? Parce que si tu payes comment? À l'heure, à l'appel? Voilà, parce que si un appel dure 20 ou 30 minutes, il faut choisir le bon choix. Et comment tu lui garantis un niveau de business suffisant? Parce que si ça peut être très, très fluctuant. Alors, nous, le choix qu'on a fait, parce que l'enjeu chez nous, l'enjeu prioritaire chez nous, il est qualitatif. Ouais. Donc, notre prestataire de service, un des indicateurs clés, celui sur lequel nous objectivons en priorité, c'est le qualitatif. Donc on a comme ça des sessions de double écoute contractuelle qui sont faites tous les mois pour nous assurer que le traitement effectué est un traitement de qualité. Il y a également le respect de la planification, parce que le fait de pouvoir répondre efficacement et rapidement à un client est aussi un gage de qualité. Donc on s'assure que la prestation, que les heures commandées sont bien celles faites. Et pour cela, on a des instances, pour faire simple, toutes les semaines. Alors on a des instances très resserrées, c'est un choix de notre part. Toutes les semaines, on a un temps sur lequel on partage sur notre planification, en veillant à une chose, parce que je l'ai dit en préambule, pour nous c'est important, la qualité est importante, en veillant à ce que tous les jours, notre prestataire, pour maintenir la compétence, produise sur notre activité. Quand bien même il y a un peu moins de besoins, on veille à ce que tous les jours... vous organisez, exactement, vous faites des débordements. Exactement. On s'organise pour qu'il y ait une rotation régulière. Alors il y a des périodes de forte activité où ils peuvent nous assister beaucoup, et il y a des périodes un peu plus basses, mais on veille à ce qu'ils nous appuient malgré tout, parce que celui qui ne produit pas, en tout cas celui qui ne gère pas l'activité, il y a une perte de connaissance comme ça qui se fait. Donc voilà, on a comme ça des routines ou des choses qui sont mises en place pour nous assurer d'un traitement de qualité et régulier. Parce que la régularité apporte aussi beaucoup à la compétence et voilà. Alors, quelles sont tes bonnes pratiques justement pour travailler avec un BPO? Tu as parlé tout à l'heure d'être régulier, de faire des copines mensuelles. On a également parlé pendant la préparation de transparence. Oui. Quels sont, toi, les éléments clés pour faire en sorte que cette qualité de service soit la bonne? Alors, nous, on a fait le choix de travailler avec un prestataire un peu particulier, dans le sens où c'est un prestataire qui est aussi engagé que nous sur le volet humain. C'est un prestataire qui s'appelle Altereos, qui travaille avec un public fragile, notamment, je pense, 80 ou 90% de son effectif est composé de personnes en situation de handicap. Donc comme ça, il y a une forme de symétrie et un peu des attentions sur les valeurs, en fait. Ouais. Parce que l'ADI, c'est une association avec des valeurs fortes, qui est très orientée client, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça c'est déjà un premier élément fort, c'est que le choix de notre prestataire s'est orienté vers un prestataire qui est très orienté humain. Valeurs sociales. Voilà, exactement, donc ça c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, mais tu l'as dit, c'est la transparence, en fait. La transparence, donc on a des instances, comme je l'ai dit, régulières qui nous permettent de comprendre, d'apprendre les difficultés des uns et des autres pour pouvoir réagir au mieux. On a aussi une capacité. On a mis en place des choses avec eux du type, quand il y a une personne qui arrive chez eux en formation, ils font des immersions chez nous pour intégrer notre culture d'entreprise, notre culture client. Donc voilà, c'est vraiment des interactions plus que régulières qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une prestation qui est plutôt saine et qui est plutôt efficace. Voilà, parce que c'est un prestataire très ancré sur les valeurs humaines, mais ça n'en reste pas moins un prestataire qui se doit d'être efficace. Et aujourd'hui, force est de constater qu'au travers des différentes actions qui sont mises en place, on arrive à avoir une prestation qui est une prestation de qualité. Ouais, donc vous ne le considérez pas juste comme un prestataire, mais quasiment comme des collaborateurs, pas internes, mais presque, en tout cas, avec le dispositif d'accompagnement, de formation, de partage de la mission, qui sont essentiels pour expliquer le pourquoi, en fait. Exactement. L'idée, c'est de donner un maximum de sens, comme tu l'as dit, Sébastien, tout à l'heure. C'est
tout est dans le sens. On ne fait pas juste une prestation pour faire une prestation. L'ADI a une vraie vocation sociale, a une vraie vocation à accompagner des porteurs de projets. Et dans la prestation qui est faite, il faut que les gens qui interviennent au sein de cette prestation-là, le véhicule au travers de leurs actions, c'est primordial pour nous. Alors maintenant, si on parle en fait d'un autre indicateur, c'est les appels, en fait, les abandons. Ça aussi, pour toi, c'est important. Les abandons, c'est subtil à analyser, c'est plus compliqué. Dis-nous un petit peu comment en fait on peut travailler sur cette partie abandon. Ouais. Alors, juste en synthèse, je dirais que du coup, la DMT ne doit pas être vue comme une contrainte. Non, finalement, c'est ça. On est d'accord. Les abandons, oui, c'est intéressant aussi parce qu'on s'aperçoit souvent que les abandons sont pris comme un acquis. J'ai un taux d'abandon et en fait, je peux rien y faire. Les gens ne veulent pas attendre, voilà. Et c'est pas toujours vrai. Je pense que quand on appelle sur un service, qu'on fait un choix, qu'on rentre dans une file d'attente, à ce moment-là, on est dans un moment où effectivement, il n'y a pas de conseiller dispo. Donc déjà, c'est important dans le message d'avoir un message clair. Est-ce que je suis bien au bon endroit ? Pourquoi est-ce que j'attends ? Voilà, il y a des conseillers qui vont se libérer. Et surtout, je pense qu'on peut optimiser ce message si je suis parti pour une file d'attente de 2, 3, 4, 5 minutes, enfin peut-être plus. On peut aussi intéresser l'appelant, lui parler, lui expliquer les dernières nouveautés, lui expliquer qu'il peut retrouver certaines choses sur l'application, sur le service client, enfin sur le site du service client. Et je pense qu'on a tous en tête un message qui se joue en boucle, une musique interminable. Ne quittez pas, nos agents sont occupés. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on constate, c'est que globalement, après 3 fois, quand le message se joue 3 fois, en fait, on n'a plus envie d'attendre. Et globalement, c'est assez intéressant selon les contextes clients de voir à quel point l'abandon peut intervenir très rapidement ou au contraire, parfois, alors c'est vrai que le contexte de l'appel joue. Il y a certaines choses. Si c'est un problème urgent, je suis prêt à rester un quart d'heure. Je suis prêt, voilà, exactement. Si je veux vraiment une réponse, je suis prêt à attendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je propose en file d'attente. Est-ce qu'on peut l'interrompre ? Est-ce qu'on peut proposer un rappel, une boîte vocale ? On peut imaginer plein de choses. Mais on peut travailler sur l'abandon. C'est vrai qu'on a eu le cas avec OPCOEP qui nous disait quand il y a un temps d'attente qui est trop important, à ce moment-là, en fait, je fais du programme de rappel. Et en fait, si on a les équipes, encore une fois, il faut pouvoir proposer des équipes, on fait un rappel automatique. Et souvent, ce qu'ils ont fait le choix, c'est ce rappel automatique, le faire dans des files d'attente où il n'y a pas grand monde et pas dans les files d'attente où il y a énormément de monde parce qu'on n'est pas capable de répondre à ça. Exactement, il ne faut surtout pas que le rappel vienne pénaliser l'entrant et encore plus en pic d'appel. Ce qui est intéressant aussi sur l'abandon, c'est des phénomènes. Par exemple, je rentre en file d'attente, on va m'annoncer un temps estimé ou une position. Voilà, ça c'est toujours un sujet assez complexe parce que d'un côté c'est transparent, ça fait pro, et de l'autre on s'aperçoit parfois que les clients raccrochent une fois le temps estimé annoncé. Voilà. On m'annonce 5 minutes, j'ai pas envie, je raccroche. Et à l'inverse, ce qui peut être dangereux, c'est que ce 5 minutes est vraiment pris comme une promesse. C'est-à-dire que si c'est pas 5, c'est 7, finalement, quand je vais avoir le conseil, je vais dire j'ai attendu un peu plus que prévu. Et puis si c'est pas 5, mais 2, maintenant c'est moins de 5 minutes, il n'y a pas d'effet waouh. Donc ça peut être un peu dangereux parce que finalement, ça peut pousser à raccrocher de suite si le temps annoncé n'est pas hyper favorable. Et l'autre point, c'est la position en file d'attente. Là aussi, ça peut être un peu traître, parce que si on m'annonce que je suis 3e, je vais me dire c'est bien, mais finalement, je ne connais pas le contexte, je ne sais pas combien il y a d'agents. S'il n'y a qu'un agent pour traiter, peut-être que je suis 3e et je vais attendre 10 minutes. Et à l'inverse, je suis peut-être 10e, mais il y a 20 agents disponibles. Donc ça peut être dangereux. Et puis surtout, ce qui va jouer, c'est les phénomènes de priorité. De VIP. Des VIP je suis qui passent peut-être devant. 2e à un moment donné, mais je vais me faire doubler parce qu'il y a des appels prioritaires qui passent. Donc moi, je pense par rapport à ça que sur l'abandon, il faut jouer sur le message de file d'attente, il faut donner l'envie. Voilà. Et c'est surtout que c'est un moment privilégié où on peut aussi faire passer certains messages. Des messages dynamiques ou des choses comme ça ? Exactement, voilà, exactement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut en profiter pour faire des annonces, pour expliquer ce qu'on peut retrouver, les nouveautés. Enfin, c'est aussi... clairement, on a quelqu'un qui est prêt à attendre, je pense, au moins un certain temps. Si on n'optimise pas ce temps, il est clair qu'on a un risque fort d'abandon. Alors donc, préconisation selon toi, bien sûr, qui peut varier selon le client, mais ce n'est pas forcément de mettre la position,
éventuellement le temps d'attente, mais plutôt travailler sur le message, donc voilà, on va répondre. C'est ça. Puis sans annoncer un temps d'attente, on peut aussi jouer sur ce facteur de temps estimé, c'est-à-dire on peut dire si c'est moins de 2 minutes, je vais mettre tel message, puis si c'est plus, je vais en mettre un autre, mais sans forcément l'annoncer. Ouais. Voilà. Après, je le dis, il y a aussi un côté transparent, voilà. Mais il faut l'analyser. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il ne faut pas... Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. C'est ça, et il ne faut surtout pas se dire « j'ai des abandons, je ne peux rien y faire ». Ouais, le callback où on rappelle, ça peut être une solution si on a les agents. Si on n'a pas les agents, c'est une mauvaise solution sur les petites files d'attente pour faire des différences. Puis surtout, je le vois souvent, c'est que par exemple, je rentre en file d'attente, puis on m'explique que le service est ouvert de 9h à 18h. En fait, il est 10h, donc je me dis, mais en fait, ils sont en train de m'expliquer que c'est fermé, c'est ouvert, c'est pas clair en fait. Voilà. Et ça peut jouer aussi. Il faut un message qui est clair, qui est motivant, qui est bien structuré. Alors là, on parle du SVI, donc souvent, où on tape 1, tape 2, et on a ce message. Elle a dit, vous avez fait quel choix ? Alors, elle a dit, on a fait le choix de ne pas mettre de SVI. En fait, il n'y a pas de choix taper 1, choix taper 2, donc ça n'existe pas pour une raison très simple, c'est qu'elle a dit, on a pris l'option, en tout cas, c'est notre point de vue, de dire, quand un client nous appelle, il faut que son parcours soit le plus fluide et le plus simple possible. Et j'ai eu l'occasion d'en partager aussi avec Sébastien, on se rend compte que ça peut être un irritant quand même, la file d'attente, quand elle n'est pas bien calibrée. Ça peut être un irritant et tout de suite commencer déjà une relation avec le client qui est déjà complexe. Enfin voilà, exactement. Donc ça arrive malheureusement souvent, mais pas chez nous en tout cas. Nous, on a fait le choix de ne pas mettre de SVI. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de former nos collaborateurs à toutes les typologies de demandes que peuvent faire le client. Alors ça nous contraint aussi, parce que ça fait des temps de formation sans doute un peu plus longs. Voilà, mais en tout cas, c'est un choix qui est le nôtre. De dire le client qui appelle, il ne choisit pas la file, il tombe sur un conseiller qui analyse et prend en charge sa demande tout de suite. Sans forcément savoir... Et pas dire, attendez, je vous transfère mon collègue, on traite sa demande, on traite sa demande immédiatement. Alors, c'est un sujet sur lequel on a partagé aussi avec Sébastien, qui est de dire, la file d'attente, on travaille actuellement avec Sébastien, notamment pour l'optimiser, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des optimisations possibles, notamment sur le message, notamment sur éventuellement des stratégies d'appel qu'on va devoir peut-être réadapter et réajuster sur les périodes de pic et autres encore. Bon, voilà, il y a des sujets d'organisation, mais voilà, là c'est des sujets sur lesquels on estime que c'est utile de travailler parce que ça apporte quelque chose, une vraie valeur ajoutée au client, au-delà de juste taper 1, taper 2, qui a une vertu de pilotage sans doute, parce que c'est intéressant et sans doute plus facile que de flécher les appels quand ils arrivent, mais vision client, on se rend compte au fil du temps que c'est vraiment un facteur irritant. Un peu irritant chez nos clients. Et le SVI langage naturel, parce que c'est vrai que nous, on le propose à certains de nos clients, est-ce que ça pourrait être une solution ? Disons que de manière générale, en règle générale, le SVI, on a décidé de ne pas le faire. Néanmoins, on avait regardé il y a quelques années, alors on avait juste un peu essayé de regarder un peu ce qui se passe. Bon, je ne l'avais pas personnellement trouvé très abouti. Oui, c'était les SVI classiques avec l'IA classique. Et pour en avoir fait l'expérience aussi chez certains autres prestataires, enfin chez des gens que j'appelle moi en général, j'avais trouvé que c'était plus contraignant qu'autre chose. Donc voilà, bon, aujourd'hui, on n'est pas à se poser la question. On va voir un peu comment évoluent les choses avec l'IA générative. D'autres, voilà, exactement. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas d'actualité pour le moment chez nous. Ouais. Alors, la réitération, ça aussi, c'est un élément clé, puisque si quelqu'un rappelle parce qu'il a eu un appel, on n'a pas répondu à sa demande, où il y a plusieurs cas de figure, ça fait des appels en plus, ça multiplie les appels, ça fait de la file d'attente, ça fait des mécontents. Comment on peut travailler sur cette réitération ? Alors, on travaille beaucoup parce que déjà, c'est un sujet pratiquement chez tous les clients. La réitération, ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qu'on peut calculer. Typiquement, si j'ai abandonné, je n'ai pas été servi, dissuadé, je vais rappeler. C'est évident, à moins qu'on me propose un rappel. Mais après, il y a des cas aussi où je vais appeler plusieurs fois et je peux très bien tomber sur un conseiller. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi la personne rappelle. Est-ce que c'est parce que j'ai un nouveau besoin ? Est-ce que c'est parce que j'apporte des informations complémentaires ? Ou est-ce que, au contraire, c'est un défaut de process, c'est-à-dire qu'on m'a expliqué que ma demande était traitée, que j'allais recevoir un mail ou un dossier ou je ne sais pas, et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je suis obligé de rappeler. Donc, là-dessus, c'est vrai que nous, on encourage aussi, même si c'est compliqué, un peu subjectif, mais c'est à impliquer justement le conseiller dans le cadre des classifications, dont on parlera aussi. C'est-à-dire, typiquement, effectivement, quelqu'un qui appelle, c'est la 3e fois que je vous appelle pour ce sujet-là. OK, là, je suis sur une réitération et clairement, on est fautif. Et
ce qui est important, c'est qu'avec ça, on va pouvoir déterminer finalement, quand on analyse un volume d'appels, eh ben, si on n'avait pas tous ces défauts de process, il y a peut-être 10-15% qu'on peut éviter. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple de le croiser lorsqu'on propose du multicanal. Typiquement, je propose de la voix, du mail, des choses comme ça. Enfin, on va le voir aussi avec les classifications. Mais est-ce qu'on m'appelle parce que je ne réponds pas sur le mail ou inversement? Voilà, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a la réitération voix. Et puis, il y a la réitération multicanal, c'est-à-dire je me sens obligé d'utiliser plusieurs canaux parce que soit on ne me répond pas, soit on ne traite pas ma demande. Voilà. Donc là-dessus, nous, on essaye vraiment d'accompagner les clients selon leur contexte, déjà voir si c'est un sujet ou pas, et traquer aussi la réitération abusive, on va dire, parce qu'on a des clients où on peut voir sur une même journée quelqu'un qui appelle 20 fois. Voilà. Et pas forcément, en plus, pour des nouveaux besoins, mais parfois ça peut être pour être rassuré, pour être sûr. Voilà, j'ai reçu une réponse, ouais, mais je veux être sûr de l'avoir bien compris. Enfin, voilà. Et on encourage surtout, c'est un peu, je pense, ça sera un peu le sujet à terme, c'est à venir casser cette réitération le plus tôt possible. C'est-à-dire que si effectivement je suis en pic d'appel, donc je dissuade ou j'ai des abandons, et ben plutôt que laisser la personne rappeler 5 fois, peut-être qu'au bout de 2-3 appels, je peux mettre en place un process justement de rappel un peu VIP en gros, parce que faut bien comprendre que quelqu'un qui fait de la réitération, soit parce qu'on lui répond pas, soit parce qu'on ne traite pas sa demande, quand il va passer à l'étape de l'enquête, il va forcément pas être content. Et c'est normal. Donc c'est surtout ces cas-là qu'on doit identifier. Après, s'il y a de la réitération parce que c'est des nouveaux besoins, j'ai envie de dire, voilà, tant mieux. Normal, ouais. Tant mieux, mais ça peut rejoindre aussi le sujet de la DMT, en gros du best effort en fin d'appel, c'est-à-dire que peut-être que les questions posées par ce nouvel appel auraient pu être traitées par le premier. Voilà. Exactement. Alors justement, ça vient sur le sujet de la qualification et la classification. Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus? Parce que tu dis toujours que c'est quelque chose qui est très important à travailler dans un centre de contact. Oui, ça peut, parce que, alors c'est vrai que le conseiller, il a déjà plein de choses à faire. Hein. Il peut avoir des traitements back-office, enfin voilà. Parfois il manipule, on le voit, jusqu'à 6 à 7 outils en même temps au cours d'un appel. Donc c'est conseillé, c'est compliqué en fait de demander plus toujours au conseiller. Mais néanmoins, moi je pars du principe que dans les 30 premières secondes d'un appel, on va capter des infos. Voilà, ouais. Justement, on va capter des choses et des dysfonctionnements. Typiquement, la réitération, voilà, ça en fait partie. Je le disais aussi tout à l'heure, mais je vous ai envoyé 2 mails, vous ne me répondez pas, donc je me sens obligé de vous appeler. Donc ça, c'est important, parce que si j'analyse pas ça, en fait, le superviseur qui va analyser le volume d'appels, il va dire on a de plus en plus d'appels, de plus en plus de conseillers sur la voie, alors qu'en fait... C'est peut-être un mail de confirmation qui ne dit pas on met 2 jours à vous répondre, ou alors on n'a pas fait dans les SLA, si tu as des SLA, en disant, parce que dans le logiciel, tu peux avoir des SLA en disant on s'engage à répondre dans les 24 heures, si on ne répond pas dans les 24 heures, à ce moment-là, on envoie un email disant désolé, on prend plus de temps que prévu. Donc ça évite la réitération. C'est ça, c'est surtout qu'on ne doit pas payer en fait les dysfonctionnements sur les autres canaux. Sinon après, on risque de faire des choses qui ne sont pas forcément très constructives. Et surtout, si moi je suis client, j'ai choisi le mail, il y a peut-être une raison. Peut-être que je ne peux pas appeler pendant les horaires de service, ça ne marche pas, donc je préfère faire un mail le soir à 23h et j'ai envie qu'on me réponde. Et si je me sens obligé d'appeler parce qu'on ne me répond pas, forcément, encore une fois, je ne vais pas forcément être satisfait. Donc il y a ces éléments de contexte qu'on peut classifier et ça nous donne clairement des indicateurs qui sont très intéressants à analyser. Ouais. Voilà. Un des indicateurs clés, c'est le FCR. Je pense que tu le suis aussi, Dadi. Alors je trouve que c'est l'un avec le CSAT, qu'on verra un petit peu après, mais le FCR est devenu comme un indicateur clé dans les centres de contact avec la QoS, la QS. Quel est ton sujet là-dessus? Et puis Dadi, après je te laisserai rebondir. C'est évident. Je pense que forcément, quand quelqu'un appelle, on n'a pas envie qu'il soit contraint de rappeler. Voilà, on a envie de tout traiter. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais s'il faut y passer 30 minutes, on y passe 30 minutes. Voilà. Mais au moins, on est certain qu'on n'a pas un rappel derrière. Donc aujourd'hui, c'est un sujet, c'est bien sûr lié aussi à la réitération. S'il n'y a pas de réitération, on peut considérer qu'on est sur un SCR. Ce qui peut être problématique, c'est de croire
qu'on est sur un cas de résolution au premier contact, typiquement, je reçois un appel, je traite, tout va bien. Ok, vous ne nous aviez pas sollicité avant, non, donc le FCR est bon. Et en fait, comme je dis, finalement, le mail qu'on promet d'envoyer ou le dossier ou le remboursement qu'on promet de faire n'arrive pas et on est obligé de rappeler derrière. Donc, tout ça est étroitement lié et il faut vraiment le suivre sur une période qui est significative. C'est-à-dire que là, après, on ne va pas forcément être sur une analyse à la journée, mais peut-être sur une analyse plus long terme. Ouais. Et tu as déjà vu chez des clients augmenter le délai à 3 jours, 2 jours, 4 jours ? Oui, alors, encore une fois, ça va dépendre du contexte, métier. Ça va dépendre surtout si en fin d'appel, on est certain d'avoir tout traité ou pas. Ou s'il y a justement des traitements peut-être back-office qui doivent s'enclencher. Des remboursements. Voilà. C'est ça. Si j'explique, oui, pas de problème, vous allez être remboursé sous 48 heures, puis que 48 heures plus tard, vous ne l'êtes pas, vous allez rappeler. Voilà. Alors toi, Dadi, quel est ton avis sur le FCR et tes bonnes pratiques ? En tout cas, le lien, mais je pense que Sébastien, tu l'as souligné, la raison pour laquelle, elle a dit, la durée moyenne de traitement n'est pas un indicateur. Exactement, elle peut aller jusqu'à 30 minutes, voire au-delà. C'est pour faire en sorte que le client, quand on l'a, on lui apporte une réponse la plus efficace possible et qu'on traite sa demande en un temps, en fait, pour éviter les réitérations. Ce que l'on fait chez nous, c'est que sur une même typologie d'appel, ce que Sébastien appelle la classification, sur une même typologie d'appel, sur des sujets qui peuvent être irritants, quand un client nous appelle 2-3 fois, on le bascule sur la cellule service client, qui, elle, le traite comme une réclamation, parce qu'on estime qu'un client on doit lui apporter une réponse rapidement, c'est-à-dire dès le premier contact. Si on n'arrive pas à le faire, alors ça dépend pour X raisons. De typologie aussi, mais en fonction de certaines typologies, si on n'arrive pas à lui apporter une réponse, il n'y a pas de raison pour que ça reste sur le chemin classique. On le bascule sur un chemin de traitement, comme on traite une réclamation classique avec une cellule spécifique, une cellule dédiée qui prend en charge cet appel et qui essaie de comprendre, en tout cas de voir ce qui s'est passé pour pouvoir faire en sorte de lui apporter, peut-être dans un second temps, la réponse la plus efficace et la plus efficiente possible. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait une bonne transition avec un autre indicateur qu'on avait choisi ensemble, c'est la satisfaction client. Parce que ça, c'est important. Au-delà des KPI de production, c'est cette qualité perçue. Cette qualité perçue, c'est ça, la satisfaction client. Alors, Sébastien, toi, tu vois chez les clients, il y a différents indicateurs qui sont utilisés. Le CSAT, la satisfaction client. Le NPS, Net Promoter Score, la recommandation. Le CES, le Customer Effort Score, l'effort. Et même, je l'ai vu chez Malakoff Humanis, le NES, Net Effort Score, c'est-à-dire combien ça a été facile pour nous joindre ou pour résoudre ce problème. Donc l'inverse, en fait, du CES. Toi, en fait, quel est ta préco entre ces différents indicateurs ? Alors, la préco, c'est surtout d'analyser au moins un des trois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je peux très bien avoir des taux de service à 100%. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en fait, je délivre un service de qualité. Ça ne veut pas dire que mes appelants sont satisfaits. Et j'ai envie de dire, c'est à la fin du film qu'on sait si on l'a aimé ou pas, et on peut apprécier aussi le jeu des acteurs. Enfin voilà. Et c'est un peu ça en fait. Finalement, une enquête, typiquement l'enquête post-appel qu'on propose à la majorité de nos clients, c'est ça. Ça veut dire que à chaud, avec un commentaire libre, enfin une note, mais surtout un commentaire qu'on va pouvoir exploiter, en fait, on va comprendre, on va cibler tous ces irritants. Et en fait, globalement, tous les KPI sur lesquels on n'est pas dans nos objectifs, on va les retrouver. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu de l'attente ? Est-ce que j'étais obligé de rappeler ? Enfin, voilà. Et ça, c'est l'enquête qui va nous dire tout ça. Voilà. Donc après, avec l'analyse des verbatim, on va pouvoir catégoriser, on va pouvoir comprendre lorsqu'un client est content, pourquoi il est content ? Est-ce que c'est l'accompagnement ? Est-ce que c'est parce que le SVI est fluide ? Ou au contraire, est-ce que c'est parce qu'il est trop compliqué, trop de risques d'erreur ? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant au moins d'en suivre un des trois, si possible les trois. Et surtout, on revient au sujet initial, il faut des plans d'action associés. C'est-à-dire que ça ne peut pas juste être une valeur qu'on affiche. Et là encore, même si on est bon, on doit comprendre pourquoi on est bon. Okay, et si on n'est pas dans nos objectifs, il doit en découler des plans d'action. On relance les insatisfaits, voilà, donc on remercie les promoteurs, le module bravo aux agents. Enfin voilà, il va en découler tout un tas de choses. Et c'est là aussi où on va pouvoir cibler justement les KPI à travailler. Ouais.
Ben, ça fait un excellent rebond, parce que donc vous, à l'ADI, vous mettez en place des enquêtes de satisfaction qui sont excellentes. Oui. Et là, en fait, vous arrivez à un plafond de verre et tu m'as dit, maintenant, on va travailler, on va essayer de casser ce plafond de verre. Exactement. En fait, mais Sébastien l'a bien résumé, c'est que les KPI, ces indicateurs, là, quand ils sont bons, il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont bons. Et puis, ces indicateurs-là, aujourd'hui, en fait, sans doute un peu plus qu'avant, le client est acteur. Ouais. C'est l'acteur, en fait. Il est acteur principal de la gestion de ce qu'on lui fournit comme service. Parce qu'aujourd'hui, il a une voix qu'il donne au travers de ses enquêtes de satisfaction. Il dit, voilà, il donne son avis, il demande un certain nombre de services, il fait un certain nombre de recommandations au travers des verbatims qui sont faits via ces enquêtes-là. Et donc, il a aussi un rôle à jouer. Donc, pourquoi je le dis ? Parce que nous, dans notre contexte, c'est qu'effectivement, on a des enquêtes de satisfaction depuis 7 ou 8 ans qui marchent bien, avec sans doute des notes qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin, c'est bien que le client nous dise que c'est bien, ce dont on a besoin, c'est de savoir comment on peut aller plus loin dans l'accompagnement qu'on fait du client. Et donc, c'est en ce sens que, malgré nos notes qui sont très très bonnes sur les enquêtes de satisfaction, autant à chaud que les Net Promoter Score, CES et tout, donc on a fait le choix, et on se fait accompagner justement par Eloquent, on a fait le choix de re-questionner en fait nos enquêtes de satisfaction pour aller trouver ce qui irrite nos clients, ce qu'on peut leur apporter de plus. Le petit effet waouh. Exactement, ne pas juste se satisfaire de nos très très bonnes notes, mais aller chercher ce qu'on peut apporter de plus aux clients. Parce qu'aujourd'hui, le client est un acteur important de ce qu'on lui apporte comme service. Et donc, il faut aller chercher. Alors, on analyse les verbatims. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est sans doute un peu plus rapide. On a d'autres choses. On est en train de travailler notamment avec Eloquent pour voir ce qu'on peut mettre en place pour aller. Qu'est-ce qu'on peut questionner encore plus dans le parcours, ou quels sont les nouveaux indicateurs qu'on peut analyser pour rendre un service qui soit, comme tu le dis, waouh pour le client, quoi. Parce que c'est ça qui nous motive, en fait, et c'est ça voilà, c'est vraiment ça notre leitmotiv. Donc, voilà. Alors, on va terminer cette session avec la partie quality monitoring, puisqu'en fait, tu nous as dit que c'était important, parce que comme la DMT n'est pas là, la DMT n'est pas mesurée comme un indicateur, ne pas objectiver au niveau des collaborateurs, et qu'on le faisait à partir de l'écoute. Au quality monitoring, pourquoi c'est complémentaire et pourquoi c'est intéressant de mesurer au-delà des KPI de production ? Bien sûr, c'est intéressant parce que déjà, voilà, sur cet aspect enquête, on va identifier deux choses. Soit c'est les process qui ne sont pas bons, ou le SVI qui est mal fait, voilà. Soit c'est l'accompagnement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné aussi où l'appelant, il est avec l'agent, il y a un échange. Et forcément, le quality monitoring va me donner déjà une photo de mon équipe, de mon service, savoir voilà, sur quoi on est bien perçu. Hard skills, soft skills, les moyennes, la moyenne du service, la moyenne des équipes, la moyenne de chaque personne, quoi. Quand on voit sur le graphique là, le petit graphique à radar, je trouve qu'il est assez sympa pour savoir se dire, mais ok, moi je suis bon plutôt en technique, mais en fait en relationnel, en écoute, j'écoute pas, quoi. Je pose la réponse, ok c'est bon, next appel. Et là encore, alors voilà, parce que quand on voit ça, on peut se dire, ok, effectivement, on va réécouter ces conversations, on va faire, encore une fois, le but c'est de faire du coaching, de l'accompagnement des conseillers, et on part toujours du principe qu'on va cibler les moins bons. Mais en fait, à l'inverse, on peut prendre justement, on va croiser tout ça avec les campagnes, les motifs d'appel, les agents. Parce que c'est bien entendu pas la même chose de traiter un nouveau dossier qui se passe très bien, d'un cas où il y a eu un dysfonctionnement de process. Il y a un excellent exemple avec Ikira, qui est un de nos clients dans le recouvrement. Et ben en fait, ils avaient au départ un a priori négatif sur les équipes qui étaient en offshore, mais tout simplement parce qu'ils avaient des campagnes qui étaient plus compliquées sur des cibles plus compliquées par rapport à des cibles, des centres d'appel qui étaient en France. Et c'est vrai que comme c'est pas les mêmes campagnes, on peut pas comparer, c'est pas la même clientèle, donc forcément la satisfaction n'est pas la même. Bien sûr, et encore une fois, le but de Quality Monitoring, c'est de faire du coaching, c'est de s'appuyer aussi sur les bons conseillers. C'est-à-dire qu'on peut aussi en ressortir, en fait, toujours pareil, pourquoi est-ce qu'un conseiller peut-être est mieux noté ? On va pouvoir réutiliser en fait certaines phrases, certaines répliques qu'il a utilisées, certaines astuces pour justement s'en servir pour former peut-être ceux qui ont un petit peu plus de mal ou qui viennent de rentrer dans l'équipe. Donc vraiment, faut le voir comme un outil qui doit permettre à tout le monde de grandir et qui doit faire ressortir les forces et faiblesses de chacun.
Ouais. Voilà. C'est vrai que la partie quality monitoring peut faire aussi intervenir un indicateur qui est relativement encore peu utilisé dans les entreprises, l'ES, l'employé effort score. Exactement. Bien sûr, moi en tant que superviseur, j'ai envie de savoir aussi, quand un conseiller me dit en gros, j'ai pas été à l'aise sur tel appel, j'ai envie de reprendre cet appel avec lui, et puis bien sûr de lui donner, voilà, encore une fois, quelques astuces. Donc ça peut être intéressant de croiser ça peut être intéressant aussi de croiser ce fameux ES avec justement le ressenti de l'appelant, c'est-à-dire que est-ce qu'un appel compliqué côté agent est forcément perçu comme ça par l'appelant. Ça peut être intéressant de croiser tout ça. Et bien sûr, voilà, l'idée, c'est encore une fois de dire, si tu es en difficulté sur certains sujets, voilà, je vais pouvoir t'accompagner et on va pouvoir mettre, encore une fois, du coaching, des plans d'action. Et encore une fois, s'appuyer sur les agents qui, eux, sont à l'aise. Ouais. Parce que c'est quand même tout l'intérêt des services qualité qu'on peut voir dans tous les centres d'appel. Ouais, c'est vrai que maintenant, l'IA aussi, on apporte comme une chose en plus, c'est qu'on va pouvoir avoir la transcription en temps réel, ce qui évite d'avoir à appeler, qui permet de filtrer, de faire des recherches et de faire cette fameuse bibliothèque d'appels. Juste pour finir, sur cette partie QM, c'est vraiment important pour vous à la DI ? Disons que c'est un outil. Alors nous on fait des campagnes on fait de la double écoute. Il y a des enregistrements qui sont faits, on fait de la double écoute, du picking. C'est vraiment un outil d'amélioration continue. Voilà, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous améliorer. Alors on analyse bien sûr les conseillers en difficulté pour pouvoir les accompagner, pour les aider à monter en compétences. On s'appuie aussi sur des conseillers peut-être un peu plus experts pour voir quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut tirer de part et d'autre pour accompagner ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté. Donc voilà, on essaie vraiment de faire en sorte que tous les potentiels, en tout cas positifs, soient exploités pour accompagner au mieux ceux qui sont un peu plus en difficulté. Merci pour ces différents échanges. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question pour faire gagner les 2 livres. Ma chère Chantal, quelle est la question à poser aux participants ? Et ensuite, bien sûr, on répondra aux questions des personnes qui sont en ligne. Alors, la question de cette session, il y a évidemment un petit piège, c'est quelle est la spécificité du SVI à l'ADI ? Il ne faut pas donner la réponse là, parce que... On va répondre et on va voir s'ils ont bien écouté Il faut se mordre la langue. les réponses de Dadi. Effectivement, c'est une question piège. Alors, autrement, les autres questions à nos intervenants. Les indicateurs, est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on n'a pas évoqués, qui ont été cités dans le chat ? Il y a eu les temps de traitement, les NPS, la productivité, le taux de transformation qui ont été évoqués. Est-ce qu'il y en a un que tu voudrais évoquer en particulier ? Chantal, tu nous as dit quels indicateurs ? Temps de traitement, NPS, productivité, taux de Productivité, je pense transformation. qu'on n'a pas évoqué là. Oui, la productivité, c'est-à-dire, pareil, en fait, quand on va analyser plutôt, donc là, pas les comportements d'appel, mais d'agents, c'est-à-dire qu'on va sortir effectivement un taux d'occupation, globalement le temps passé en retrait, en prise d'appel, ou sur différentes tâches. Et encore une fois, on va analyser les comportements, on en a parlé un petit peu, mais typiquement les mises en garde, les transferts, les consultations. Est-ce que les transferts sont accompagnés ou pas ? Enfin voilà, on va analyser en gros toutes les actions faites par l'agent dans le centre de contact. Ouais. Et la productivité des agents, ça peut quand même très fortement varier d'un agent à l'autre. Est-ce que chez certains des clients avec qui tu as fait des audits, il y avait vraiment des différences ? Et quels ont été un petit peu les plans d'action ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-dessus ? En fait, oui, déjà, un agent, on peut avoir un agent référent, par exemple, sur un domaine, et du coup, on va faire le choix de mettre un agent plutôt en prise d'appel et un autre plutôt en retrait. Donc voilà, on ne va pas forcément retrouver quelque chose d'homogène. L'idée, encore une fois, c'est de s'appuyer sur les compétences. Enfin, encore une fois, on revient sur la notion de sens. C'est-à-dire que la productivité, c'est avant tout de faire quelque chose qu'on sait faire, qu'on maîtrise, et qui a une plus-value pour le service. Voilà. Donc moi, je reviens un peu sur le sujet de la DMT, c'est-à-dire que le plus important, c'est le sens qu'on y donne. C'est pas de sortir un taux et de dire... tout le monde doit être à attendre de... Exactement. L'idée, encore une fois, c'est d'exploiter toutes les compétences à disposition et que ça soit profitable pour le service. Et si ça ne l'est pas, peut-être pour le taux de service, c'est-à-dire le taux de décroché, peut-être que ça le sera derrière sur l'enquête de satisfaction. D'accord. Alors Chantal, une autre question dans le chat ? Alors, j'avais une question de Tuguet
qui parlait de la DMT qu'évoquait Dadi tout à l'heure. Il dit plus vite on traite les demandes, plus vite on prend des appels, donc les clients passent moins de temps en attente. Alors comment Dadi peut garantir que le client passe moins de temps en attente si la DMT n'est pas prioritaire ? C'est pas qu'elle n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, un client qui appelle l'ADI, il a une demande à faire. Et en tout cas, notre ambition, c'est de prendre le temps, de lui expliquer, de traiter sa demande. Parce qu'on a parlé, alors je vais faire le lien avec notamment la réitération d'appel. On se rend compte parfois que quand on veut aller trop vite, on a des clients parce qu'ils n'ont pas tout bien compris, parce ils ont un doute, ils ont un doute, ils vont rappeler. Est-ce qu'on a un intérêt à aller vite ? J'en suis pas convaincu. Nous, on a fait le choix de prendre le temps d'expliquer au client, on lui apporte les éléments de réponse nécessaires, quand bien même on ne peut pas l'accompagner directement, on a des partenariats, on les oriente. C'est vraiment un choix stratégique chez nous que de prendre ce temps pour le client, parce qu'on part du principe que le client mérite notre attention. C'est dans notre ADN, c'est dans notre fonctionnement. L'ADI est une association qui est là depuis 36 ans, qui a des valeurs fortes. C'est deux optiques, comme disait Sébastien. Soit on fait du volume et on a des demandes simples et on traite, soit en fait on a de la valeur. Et je dirais que si on fait du volume, il faut mettre un bot à ce moment-là. Oui, mais au-delà de ça, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, que je partage totalement, la productivité, ça peut tout vouloir dire et rien dire en fait. Moi j'ai un client qui m'appelle pour faire un dossier d'instruction, il va durer 30 minutes et c'est normal. Et j'en ai un autre qui va m'appeler juste parce qu'il veut savoir à quelle heure son agence ouvre, parce qu'il a un rendez-vous, ça va durer 2 minutes. Est-ce pour autant que je peux estimer que celui qui a fait 30 minutes a moins de valeur ajoutée que celui qui a fait 2 minutes ? C'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est vraiment important que de mettre le client, encore une fois, de mettre le client au centre de tout. C'est le besoin du client qui prime. Quand je l'ai en ligne, j'analyse son besoin. Ça me prendra peut-être un peu de temps, peut-être un peu moins en fonction de la demande, mais je mets le client au centre de ma stratégie, au centre de mon attention, peu importe le temps que ça prend. D'accord. Je pense aussi, pour compléter, que bien entendu, le contexte va jouer. Exactement. Si je fais du support pour mes clients et que j'ai un engagement de décrocher en moins d'1 minute, il est évident que je vais prioriser le taux de service. Exactement. Et il est évident que je vais... Mais encore une fois, il y a une notion de sens. Voilà. Tout ça va se découler en des consignes claires pour les conseillers. Le problème, c'est quand on veut jouer sur les deux tableaux. Il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois demander de faire une réponse complète et à la fois d'aller le plus vite possible, prendre les appels en file d'attente. Il y a un juste milieu à trouver. Juste pour rebondir, et tu l'as dit tout à l'heure Sébastien, et je le partage également, c'est que les indicateurs n'ont de sens que s'ils sont partagés. S'ils sont partagés et compris par les collaborateurs. Parce que c'est... Encore une fois, un indicateur, ça peut tout vouloir dire et rien dire, mais il faut le partager, donner le sens à chacun des collaborateurs, leur dire pourquoi c'est important la QS, la qualité de service, c'est notre capacité à répondre à un client, pourquoi c'est important de répondre efficacement à un client, pourquoi c'est important de... Voilà, tous ces éléments-là, nous... c'est la méthode des 3 W. Pourquoi c'est important, les 3 why. Pourquoi c'est important ça ? Parce qu'on doit aider les clients. Pourquoi on aide les clients ? Parce qu'ils sont en difficulté, besoin d'aide. Pourquoi on va aide ? Parce que ceci. C'est là qu'on va vraiment dans le cœur du problème. Exactement. Ok. Alors Chantal, on a juste le temps de prendre une dernière question avant de faire la pause déjeuner et laisser nos auditeurs déjeuner tranquillement. Alors, on avait Élodie qui demandait à revoir le slide des 4 erreurs à ne pas faire avec les KPI. Donc, je pense qu'elle aura, comme tout le monde, la présentation. Avec, la petite illustration. Et il y avait à nouveau une question, toujours sur cette histoire de SVI avec l'ADI. Les gens sont un petit peu surpris qu'il n'y ait pas de SVI. Alors, je dirais qu'il y a un autre client, que c'est le groupe France Mutuelle, qui n'a pas non plus aussi de SVI, parce que leur choix, justement, c'est d'avoir directement les clients et d'avoir de la multicompétence. Je pose la question d'Aurore qui dit... est-ce que vous avez juste un message d'attente ? Est-ce qu'il y a des informations durant l'attente ? Oui, on a un message d'attente et qu'on est en train d'ailleurs de retravailler actuellement avec Eloquent pour le rendre encore plus efficace et encore plus faire en sorte qu'il ait un peu plus d'intérêt pour le client. Donc oui, on en a effectivement. Après, c'est vrai que je pense qu'encore une fois, il y a certains contextes où on ne peut peut-être pas se passer d'un SVI. Ce qu'il faut voir aussi avec le SVI, c'est qu'effectivement, il y a un risque d'erreur. On parlait de la réitération, mais en fait, quelqu'un qui fait le choix 2 puis le choix 5 et il n'obtient aucun agent.
il va appeler, puis faire le choix 1, le choix 2, le choix 3. Enfin voilà. C'est vrai que le SVI, encore une fois, je pense qu'il y a certains cas où on ne peut pas y échapper, mais ça peut être perçu comme un irritant et un risque d'erreur aussi, et voire d'erreur volontaire. Voilà. Donc c'est vrai que, juste pour finir là-dessus, par rapport à ce que tu disais sur la qualification d'un bot, là en fait, effectivement, si directement ça décroche, j'explique mon contexte, pas de risque d'erreur, je vais sur la bonne campagne et voilà, on évite tout ça. Alors Chantal, qui est le gagnant des 2 livres ? Alors c'est encore une gagnante et en fait tout le monde répond très rapidement, ça arrive à la même minute, mais c'est voilà l'ordre d'arrivée sur la plateforme. Et là il s'agit de Diane Bertoni, donc qui a gagné les 2 livres que nous proposons aujourd'hui en cadeau. Bravo Diane. Bravo Diane. Et on se retrouve à 14h pour la prochaine session, une session passionnante, puisqu'en fait, on va un petit peu évoquer ce que tu l'as dit précédemment, c'est-à-dire qu'on va parler en fait de l'écoute client et l'écoute collaborateur, comment passer à l'action, stop au blabla, on a des remontées, comment les transformer en plan d'action. Donc rendez-vous à 14h avec la Massif et Citigo. À tout à l'heure.